Les gars, on poursuit avec l'actualité et les marchés qui finalement ont chuté. Donc en cette journée du mercredi 24 avril, j'avais déjà fait une vidéo tout à l'heure, mais les marchés qui étaient en pleine phase de reprise de hausse ont finalement entamé un revirement, une marche arrière. Et cela est dû aux inquiétudes. Donc c'est marqué ici, les inquiétudes sur les taux ont réapparu mercredi. Toujours ce problème de taux d'intérêt, inflation, voilà. Ce qui inquiète beaucoup les investisseurs et ça tend les marchés. Les marchés sont très tendus et très stressés par rapport à cette histoire de taux d'intérêt toujours élevé pour freiner l'inflation. Et c'est ça qui a cassé un peu la confiance qui était bonne là, depuis le début de la semaine. Et donc voilà. Après, il y a de quoi être inquiet par rapport à l'inflation. Là, voici une image qui résume tout. Regardez, par exemple, de 1990 à maintenant, et je vous dis même pas en 2028, mais tous les 5 ans, vous voyez comment le panier diminue, on va dire, par rapport au dollar américain. Et là, en 2024, le ménage moyen américain ne met quasiment plus rien dans son caddie. Et en 2028, il aura réellement quasiment plus rien à mettre dans son caddie avec son dollar. Donc, ce problème d'inflation, il doit être réglé. Pour ça, les banques centrales doivent augmenter les taux d'intérêt, pour casser l'inflation, pour pas qu'elle augmente beaucoup. Donc, c'est un sacré problème. Mais bon, en tout cas, ça inquiète beaucoup les investisseurs. Aujourd'hui, là, il est 20h32 à l'heure où j'enregistre. À 22h, il y aura la clôture des marchés américains et les entreprises aujourd'hui qu'on attend qui vont dévoiler leurs résultats. Vous avez la liste ici, dont surtout ici Meta. Donc principalement Meta, maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp. Donc tous les regards vont être tournés vers Meta ce soir, qui peut à lui seul faire bouger les marchés. Donc des mauvais résultats de Meta ce soir pourraient faire chuter complètement les marchés et au contraire, des bons résultats pourraient relancer la machine à la hausse, les marchés boursiers à la hausse. Donc on va surveiller ça de près. En attendant l'actualité de ces dernières minutes, Biden qui signe le projet de loi sur donc Israël, l'Ukraine, ça c'est pour les aides, et surtout la loi qui interdit TikTok. Voilà, parce que les Américains souhaitent que TikTok soit vendu à une entreprise américaine. Parce que les Américains jugent que TikTok, pour la sécurité nationale des États-Unis, TikTok en fait récolte les données des utilisateurs américains, des consommateurs américains, et pourrait les fournir à la Chine ou voilà, les utiliser de manière malveillante. Donc là, les États-Unis, pour se protéger, ont adopté un projet de loi pour interdire TikTok. Et dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, Biden qui a signé un projet de loi d'aide étrangère. Donc la totalité de l'aide étrangère, c'est 95 milliards de dollars débloqués. Donc dans les 95 milliards, on comprend 61 milliards pour l'Ukraine, 26 milliards pour Israël. Ensuite, on a dans le reste une aide humanitaire, enfin une aide à Taïwan de quelques milliards et aussi une aide humanitaire à Gaza. Donc ce qui est incompréhensible dans cette histoire, c'est qu'ils donnent 26 milliards de dollars à Israël, et dont des armes, je pense, enfin en tout cas, ils fournissent Israël. Et Israël, eux, continuent leur massacre ou génocide, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, et voilà, ils fournissent Israël et en même temps, ils envoient des aides humanitaires à Gaza. Donc c'est un peu bizarre, un peu incompréhensible, mais voilà, ça c'est Joe Biden. Et donc Zelensky qui peut avoir le sourire, qui va venir voir arriver 61 milliards d'armes pour combattre, qui continue sa guerre contre la Russie. Donc ici, Biden qui dit que, voilà, Biden en Ukraine, 61 milliards de dollars d'aide sont en route. Dans les prochaines heures, nous allons commencer à envoyer en Ukraine du matériel de défense aérienne, de l'artillerie, des systèmes de roquettes et des véhicules blindés. Ce paquet constitue littéralement un investissement non seulement dans la sécurité de l'Ukraine, mais aussi dans la sécurité de l'Europe et de notre propre sécurité. Donc toujours ce discours de, voilà, on se défend contre l'ogre, l'ours russe qui va nous envahir. Voilà, c'est toujours ça. Bien sûr, les Américains ont leurs intérêts dans tout ça. Derrière, en fait, c'est l'affaiblissement
de la monnaie russe, le rouble, et l'affaiblissement surtout de l'euro aussi. Donc ils veulent affaiblir surtout leurs concurrents directs. Et en débloquant cette aide, surtout, ils renforcent l'armement américain, enfin ils achètent de l'armement américain, et bah ça, les bénéfices, ça va pour les États-Unis. Donc voilà, il y a des intérêts derrière tout ça. L'Europe aussi, hein. Von der Leyen qui vient de publier un tweet pour annoncer toute fière que l'UE vient de décaisser 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour l'Ukraine. Bon, c'est pas le même montant que les États-Unis. 1,5 milliard, ça paraît léger par rapport aux 61 milliards des États-Unis. Mais voilà, là, ça veut dire 300 millions à nouveau payés par la France. Voilà, et c'est ainsi chaque mois depuis janvier 2023. Donc voilà. Et encore des millions de la part de la France pour l'Ukraine. Voilà. Et c'est cette dame qui décide pour nous, qu'on n'a pas élu hein, en tant que Français, mais que les députés européens ont, entre guillemets, élu. Donc voilà. On continue. Bien sûr, ici, on a un général français, un chevalier de la Légion d'honneur, qui dit que l'Ukraine va au désastre. La Russie n'attend que le bon moment. Donc voilà. Là, c'est un général français qui dit ça. Tac, tac, tac. Ici, déclare le général de l'armée française, Dominique Delaware, chevalier de la Légion d'honneur. Donc, voilà. Il estime que les négociations auront nécessairement lieu cette année ou au début de l'année prochaine. Et que l'Ukraine ne pourra pas atteindre ses objectifs, mais sera contrainte de se soumettre à la volonté de la Russie. Je crois pour le coup que c'est vrai. L'Ukraine va devoir céder des terrains, tout ça. Donc voilà. Zelensky, en fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'enfoncer toujours plus l'Ukraine. De créer toujours plus de pertes et il va devoir céder encore plus de terrain s'il continue dans sa folie. Donc voilà. Maintenant, le fait du jour, hein, c'est surtout cette actualité. Biden qui signe le projet d'interdiction de TikTok. Biden a signé un nouveau projet de loi obligeant la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, à céder l'application d'ici 1 an sous peine d'interdiction aux États-Unis. Donc, il laisse à ByteDance 1 an et plus précisément 9 mois. Si ByteDance ne parvient pas à conclure un accord dans les 9 mois, une prolongation de 3 mois supplémentaires peut être accordée. Donc, en gros, allez, 9 mois supplémentaires, oui, ça donne, allez, 1 an. TikTok, en tout, maintenant, a 1 an pour céder, pour se vendre à une entité américaine sous peine d'interdiction totale aux États-Unis. Et on sait que certainement l'Europe peut suivre et voilà, ça peut entraîner. Et voilà, tout ça, c'est critique hein, pour la plupart des jeunes aux États-Unis. Et beaucoup gagnent leur vie avec TikTok. Hein. Il y a beaucoup d'influenceurs, de choses comme ça. Ça va changer beaucoup de choses. Hein. TikTok occupe beaucoup de place hein, chez les jeunes. Les jeunes, bon, pour la plupart, sont des consommateurs, perdent beaucoup de temps sur l'application. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va bouleverser le quotidien des jeunes. Hein. Donc là, à voir. Donc Joe Biden signe officiellement le projet de loi visant à interdire TikTok. Son propriétaire, donc ByteDance, a 9 mois pour vendre la plateforme avant un bannissement. Donc, on va voir ce que va faire TikTok. En tout cas, TikTok, c'est un mastodonte. Hein. Regardez-moi les revenus. Là, de 2019 à 2023, c'est parabolique. Hein. Vous voyez? Là, impressive revenu, un user grosse. Donc, regardez la croissance. 4 milliards, ça atteint 4 milliards de trimestre en trimestre. C'est impressionnant. Et ça fait que de monter, c'est parallèle. Donc, il y a de plus en plus de monde qui use ou qui utilise TikTok. Et maintenant, les formats courts sont devenus à la mode. Les gens ne sont plus intéressés par des formats longs. Moi-même, là, sur YouTube, je fais un format long, mais les formats courts, les shorts, ont plus de succès. Les gens, maintenant, aiment bien vite checker, passer à la suite. Le monde va très vite. Et en fait, les formats courts ont plus de succès. Après, moi ce que je fais là, c'est pas trop adapté au format court. J'aime bien prendre le temps, vulgariser la finance, les cryptos, les choses comme ça. C'est pas trop adapté pour les formats courts. Mais ça marche très bien. Ça marche très bien les formats courts. Peut-être que plus tard, je me mettrai à ce format, mais je sais pas. Pour l'instant, voilà, je reste sur un format assez long, on va dire. Donc TikTok, c'est une success story. Non seulement en Chine, mais dans le reste du monde. Dans le monde entier et surtout aux États-Unis aussi, ça marche du tonnerre. Vous voyez? Et là, le PDG de TikTok ici, comment il s'appelle déjà? J'ai plus son nom.
C'est le CEO. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai son nom? Non, je l'ai pas. Alors. Après que Biden a promulgué le projet de loi qui obligera le chinois ByteDance à se désengager de TikTok sous peine d'interdiction, le PDG de la société a rassuré les utilisateurs sur le fait que tout ira bien. Il a lancé ce message. Salut à tous, c'est Chou ici. Rassurez-vous, nous n'allons nulle part. Nous continuerons à nous battre pour vos droits devant les tribunaux. Donc les faits et la Constitution sont de notre côté et nous espérons l'emporter. Donc le PDG de ByteDance, enfin voilà, le propriétaire de ByteDance, propriétaire de TikTok, est confiant. Et il ne compte pas abandonner ou laisser tomber les États-Unis. Il est prêt à aller se battre dans les tribunaux. Donc le combat est engagé ici. Je vais partager ça. Et donc on a Donald Trump qui, voilà, qui blâme Biden pour l'interdiction de TikTok. Trump, il voit ici une tactique de Joe Biden. Puisque Trump qui a dénoncé un Facebook comme étant un média de propagande, Facebook, voilà, avec ses publicités, tout ça, et bah Trump dit, surtout là, cible les jeunes, et il dit aux jeunes électeurs que Biden fait pression pour que l'interdiction de TikTok profite à Facebook. Parce que, voilà, voilà, si on bannit TikTok, tous les jeunes seront obligés de repartir un peu sur Facebook, à moins qu'ils utilisent des VPN, tout ça. Mais voilà, c'est Facebook qui va gagner. Et Facebook, c'est un peu pro camp Biden. On sait, Mark Zuckerberg, il a même investi dans les campagnes, tout ça. Facebook, c'est très censuré, un peu assez corrompu. Voilà, assez censuré. Et ça va dans le camp. Ça va plutôt dans les, on va dire, dans les avantages de Biden, on va dire. C'est plus pour aider Biden, s'il n'y aurait que Facebook. Et là, Trump voit la patate venir, on va dire. Et voilà, il dit que le projet de loi interdisant TikTok a récemment été adopté donc, par la Chambre. Et donc, s'il a adopté, Biden est sur le point de le signer. Et en fait, Trump a exhorté les jeunes électeurs à se souvenir de la position de Biden sur TikTok lors des élections. Donc voilà, Trump sait très bien que les jeunes adorent TikTok, sont friands de ça. Et il dit aux jeunes de se rappeler de ce que Biden est en train de faire. Et Trump essaye de ramener les jeunes dans son camp avec, en profitant de cette action-là. Donc on verra ça. Pour rappel, les élections américaines, c'est en novembre. Hein, et ça peut bouleverser le monde. Parce que Biden et Trump, c'est une politique totalement différente. C'est l'opposé. Et moi, je préférais personnellement que c'est Trump qui soit à la tête. Parce que, voilà, Biden, c'est du grand n'importe quoi. Et Trump, il va mettre fin aux guerres, là, tout ça. Donc voilà. Maintenant, dans les faits, Trump a de grandes chances de gagner. Hein. Biden perd contre Trump dans les swing states, hein, dans quasiment tous les États à présent. L'avance de Biden dans les États clés du champ de bataille a disparu. Selon un nouveau sondage Bloomberg, Biden est en tête que dans le Michigan, avec une faible marge de 2%, et derrière Trump en Pennsylvanie, et au Wisconsin, en Géorgie, en Arizona, au Nevada et en Caroline du Nord. Donc voilà, il est derrière Trump dans tous ces états-là. Vous voyez? Donc ça sent le roussi pour Biden. Mais attention, comme en 2020, où au premier abord, on voyait une victoire de Trump. Et ensuite, voilà, ils ont commencé à baisser les rideaux et sortir les caisses en dessous, là, la table et tout. Et on sait ce qui s'est passé. Donc, Trump a fini par perdre. Il a mis du temps à reconnaître parce que la triche était très visible. Mais voilà. Et il dénonce toujours aujourd'hui cette fraude qu'il y a eu en 2020. Mais voilà, tant qu'ils n'ont pas éliminé, voilà, tant qu'il n'y a pas les élections, on ne pourra jamais savoir. Mais en tout cas, ça sent très bon pour Donald Trump, qui est ultra favori là. Maintenant, Biden fait tout son possible hein, pour se faire bien voir, tout ça. Et là, Biden qui propose une augmentation historique de l'impôt sur les plus-values. Donc voilà, Biden fait pression pour un impôt sur les plus-values de 44,6%, le plus élevé depuis 1922. Donc il veut augmenter les impôts, tout ça. Bon, je sais pas si ça c'est bien vu pour le coup. Maintenant, voilà, il a aussi une autre idée, Biden. Donc Biden qui déclare la guerre au climat, une urgence nationale pour lui. Donc Biden pourrait déclarer une urgence climatique nationale, libérant ainsi environ 130 puissances de type
de temps de guerre pour promulguer le Green New Deal sur le Congrès. Donc voilà, il a des idées là, il essaye de, voilà, de se bouger un peu. Bon, on verra ça. Mais bon, je pense que c'est trop tard, hein. Il a déjà un bilan qui n'est pas très glorieux. On verra ça. En tout cas, quand on regarde bah, voilà, les campagnes des deux candidats, bah, on voit hein, que pour Joe Biden et Trump, c'est pas la même chose. Donc ici, c'est où Joe Biden est censé être reçu, où il n'y a personne, c'est le désert. Et là, et ici, vous avez à droite, alors ici, là c'est Trump qui doit venir, qui doit passer à New York. Et regardez la foule qui l'attendait. Je ne sais pas si c'est déjà passé ou pas, mais regardez la foule qui était présente pour Donald Trump. Vous voyez? Rien à voir avec Joe Biden. Joe Biden, c'est le désert. Et il est allé, on a vu hein, dans des fast-food et tout ça, il n'y a personne qui l'attendait. Donc Joe Biden n'attire personne et n'attire pas les foules. Vous voyez? Les preuves sont là en image. Hein. Donc, maintenant, on va passer à l'autre chose, Tesla. Donc, Tesla qui, voilà, les vendeurs à découvert qui devraient perdre 1,62 milliard de dollars aujourd'hui, alors que le titre augmente de 12%. Donc oui, Tesla qui continue en fait sa remontée suite au discours d'Elon Musk hein, qui a promis les véhicules abordables à moins de 25 000 € en 2025 et pas mal d'autres choses. Hein. Les robots taxis justement. Et donc voilà, et déjà, regardez, hein, historique, les revenus de Tesla, c'est incroyable. Hein. C'était parabolique jusqu'à 2023. Ensuite, là, on est dans une phase descendante, mais c'est incroyable comment les revenus ont explosé de Tesla. Et ça pourrait revenir. Hein. En ce moment, oui, les véhicules électriques sont dans une mauvaise passe, mais avec ce que Tesla prépare, ça reviendra un peu plus tard. Donc, faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Maintenant, Tesla, le CEO Elon Musk a dit que son robot taxi, son projet de robot taxi, les véhicules qui seront utilisés pour les robots taxis seront appelés Cybercab. Déjà, vous avez le Cybertruck, mais là, vous aurez des robots taxis qui s'appelleront Cybercab. Et en fait, ces taxis-là se conduiront de manière autonome. Il n'y aura pas de pilote à bord. Vous commanderez ces Cybercab peut-être avec des Uber, avec l'application Uber. Et ces robots taxis iront... avec l'intelligence artificielle, avec la conduite autonome, iront vous chercher et vous déposer au lieu que vous souhaitez, de manière autonome. Et ça a un immense potentiel de croissance pour Tesla. Les investisseurs de Tesla sont orientés vers ça, attendent ça. C'est le prochain gros pôle de croissance de Tesla. Donc on attend ça pour l'année prochaine. Voilà, après Tesla, il n'y a pas que ça. Hein. Les robots Optimus aussi qu'on attend. Elon Musk dit que Tesla peut être en mesure de vendre Optimus d'ici fin 2025. Donc d'ici 2 ans à peu près. Ou 1 an et quelques, comme vous le voyez. Mais en tout cas, ça va arriver très vite. Il a dit que dans un premier temps, les Optimus seront utilisés dans les usines Tesla pour commencer à se faire la malle, tout ça. Et ensuite, ils seront vendus au grand public. Donc ces robots-là vont commencer à faire partie de notre quotidien d'ici 2-3 ans. Et là, ce seront probablement plus tard les meilleurs amis de l'homme pour les tâches et tout ça. Donc à voir. Mais ça avance très vite en tout cas. Vous avez vu Boston Dynamics, ou je ne sais plus l'autre entreprise là, les robots là, c'est incroyable. Ça a choqué le monde. Et donc Tesla qui prévoit, hein, Musk qui dit que Tesla aura 85 000 GPU Nvidia H100 pour la formation de l'IA d'ici la fin de l'année. Donc voilà, ça passe des grosses commandes à Nvidia. 85 000 GPU, sachant qu'un GPU coûte entre 30 000 et 40 000 dollars l'unité, hein, seulement un GPU. Et eux, ils prévoient là 85 000. Et il n'y a pas que Tesla qui fait des grosses commandes. Hein. Vous avez Meta de Facebook, voilà, vous avez Microsoft, tout ça, qui passe des grosses commandes à Nvidia. Donc ça promet pour Nvidia, quand ils vont dévoiler les résultats, ça promet des chiffres encore exceptionnels qui pourront faire exploser le cours d'Nvidia encore. Donc à voir en tout cas. Maintenant, dans le reste, là, en dehors des États-Unis, là, la Russie. Et donc, en réponse au projet de loi des USA de transférer les avoirs saisis de la Russie, le président Poutine annonce avoir saisi 440 millions de dollars à JP Morgan. Vous voyez ? Donc, cette saisie a eu lieu en réponse à celle effectuée dans le cadre de la guerre en Ukraine par les membres de l'OTAN. Donc, c'est vrai que l'OTAN, l'Europe, a gelé des actifs russes.
Et là, Poutine a confisqué 440 millions de dollars à JP Morgan. Peut-être une branche JP Morgan en Russie, je ne sais pas. Mais en tout cas, Poutine a confisqué cela. Voilà, parce que les Américains, eux aussi, ont confisqué des avoirs russes. Donc voilà, hein, ça se répond coup pour coup. Ici, Israël, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais apparemment, Israël a attaqué, a strike, a envoyé 40. Je ne sais pas si. En tout cas, ils disent que 40 Hezbollah sites dans le sud du Liban. Bon, a attaqué 40 sites apparemment dans le sud du Liban. Je ne sais pas si c'est réel ou pas. Pour moi, je pensais que c'était ça qui avait fait chuter les marchés aujourd'hui. On a vu les Nvidia et les cryptos s'écrouler tout à l'heure. Pour moi, je pensais que c'était ça. C'est pour ça que je vous avais mis ça. Mais quand j'ai lu, j'ai fait de la lecture, bah, ils disent que c'est l'inquiétude qui est revenue sur les taux d'intérêt par rapport à l'inflation. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Israël qui continue à ces attaques-là, ça peut être dangereux. Hein. Parce que là, ça s'est calmé avec l'Iran, mais ça peut vite revenir. Donc, ça peut faire paniquer les marchés, ça. En tout cas, voilà, ça, c'était en Moyen-Orient. Là, en Asie, les actions, elles, se portent plutôt bien. En Asie, regardez ça. Vous avez voilà, le Nikkei japonais qui est en hausse. Voilà, tout. Shanghai. Voilà. Vous avez juste China qui est moyenne un peu dans le rouge. Mais sinon, voilà. En dehors, vous avez de la Chine encore. C'est dans le vert aussi. Donc ça se passe plutôt bien pour les actions en Asie. Regardez le yen japonais qui est littéralement passé à 0 contre Bitcoin. Donc il n'y a pas que le yen. Hein. Toutes les devises au monde sont en train de s'écrouler face au Bitcoin. Donc voilà, ça montre la force du Bitcoin et qui va servir dans le futur. Voilà. Et c'est une transition parfaite pour passer au crypto, au Bitcoin. Et d'ailleurs, Jack Dorsey, le milliardaire, le créateur de Twitter, Jack Dorsey qui a plusieurs autres entreprises, dont Cash App. Cash App qui est une entreprise de finance, voilà, pour vous permettre des transferts de fonds rapides, tout ça. Et là, Jack Dorsey permet désormais à des millions de vendeurs utilisant Square. Square, c'est encore une autre entreprise. Hein. Il a Cash App, mais il a aussi Square. Square, en fait, c'est vous savez, les petites machines là pour les petites entreprises pour payer directement. En fait, vous voyez, c'est les petits terminals qui vont vous permettre de payer en mode sans contact, tout ça. Et là, bah voilà, tous ces vendeurs là qui ont des petites entreprises, qui ont les petits produits Square là, ils vont pouvoir convertir jusqu'à 10% de leur vente quotidienne en Bitcoin à l'aide de Cash App. Donc voilà, et c'est pour aider les petites entreprises à se convertir, à convertir leur trésorerie en Bitcoin. Donc voilà, Jack Dorsey qui adore le Bitcoin et qui a des projets qui vont tourner pour aider à l'adoption du Bitcoin, tout ça. Là, on a Strike, donc l'application de paiement en Bitcoin qui étend ses services aux utilisateurs européens. Donc Strike, c'était surtout aux États-Unis, je crois. Les fonctionnalités Send Globally de Strike permettent aux utilisateurs d'effectuer des transferts rapides et à faible coût en devise locale à l'aide du réseau Lightning Network. Vous voyez ? Donc le Lightning Network, c'est un réseau de seconde couche sur le réseau du Bitcoin qui va scaler vos transactions. Parce que le réseau du Bitcoin, il est assez vieillot et assez lent, avec des frais élevés. Mais en passant par le Lightning Network, les transactions sont plus rapides avec des frais moindres. Et Strike est un réseau de paiement qui utilise le réseau Lightning Network pour les transactions en Bitcoin. Et donc là, tout ça, ces fonctionnalités s'étendent à l'Europe. Donc très bien. Maintenant, dans le prix du Bitcoin, tout à l'heure, je vous montrais, le Bitcoin s'est écroulé d'un coup. On n'a pas compris. Est-ce que c'est l'inquiétude des taux d'intérêt, l'inflation, ou Israël qui a bombardé le Liban? Je ne sais pas, mais d'un coup, ça s'est écroulé. Et là, même la question s'est posée. Là, qui a fait chuter le Bitcoin? C'est la question que tout le monde se pose. Ça a chuté d'un coup, là. On est passé de 66, 67 à 64, 63 d'un coup. Donc voilà. Ici, comme prévu, le support des 63, 63, 63, 64. Ce n'est pas le moment de zoomer sur les cartes lunaires. Cette correction sera temporaire, mais pour l'instant, nous devons nous y tenir. Donc voilà. Ici, en gros, ils disent que c'est pas la peine de regarder trop les charts. C'est une petite correction. Pas la peine de paniquer, tout ça. Donc on verra ça. Maintenant, moi, je ne m'inquiète pas trop. Quand je regarde la difficulté du minage, regardez le hash rate du Bitcoin qui est parallèle.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réseau du Bitcoin tourne à plein régime. C'est entre autres, voilà, c'est lié aux runes, les nouveaux protocoles sur le réseau du Bitcoin là qui vous permet de créer des NFT, des choses comme ça. Mais voilà, le réseau du Bitcoin tourne à plein régime. Et ça, c'est de bon augure. Vous voyez? Et donc, là aussi, quand on regarde l'inflation du Bitcoin avec le halving qui vient de passer, la réduction voilà, des prix du Bitcoin, là, on voit que l'inflation du Bitcoin est tombée en dessus de l'inflation moyenne de l'or. La supply inflation du gold est de 2,3%, de 2% à peu près. Et là, l'inflation du Bitcoin est-elle de 0,83 maintenant. Ça a encore chuté. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. L'inflation du Bitcoin qui va se diminuer sur le temps et le Bitcoin surtout qui va se rarifier sur le temps. Et donc tout ça, c'est de bon augure. En fait, c'est le schéma contraire d'un Ponzi. Là où vous avez le dollar voilà, qui a une inflation extrême et qui se dévalue, mais à une vitesse incroyable. Je vous ai montré l'image en début d'émission là, où vous avez maintenant dans un caddie, vous ne pouvez plus rien mettre. Le Bitcoin, c'est le contraire. Plus le temps passe et plus il va se rarifier, son inflation va baisser. C'est du tout bon. C'est pas du Ponzi, ça va, voilà, c'est parfait. Donc voilà. En tout cas, BlackRock qui s'en met plein les poches là. Et BlackRock est gaga de son ETF Bitcoin Spot qui représente 24% du total de ses flux sur les ETF selon Eric Balchunas. Donc BlackRock qui, pour un quart de son business, s'en met plein les poches rien qu'avec les ETF Bitcoin. Donc c'est du tout bon pour Larry Fink, le PDG de BlackRock. Il a senti le bon filon. Et voilà. Avant de passer à Ethereum, parce qu'on a, voilà, BlackRock veut lancer son ETF Ethereum. Juste pour rappeler, concernant le Bitcoin, il y a 5 ans, jour pour jour, The Bitcoin Standard était officiellement publié sur Amazon. The Bitcoin Standard, c'est quoi? Bah, c'est ce livre. Ce livre-là, il a été traduit en 30 langues. Il allait être traduit donc en 30 langues il y a 5 ans et devenir le livre le plus influent jamais écrit sur le Bitcoin. Donc voilà un livre spécial Bitcoin. The Bitcoin Standard. Il est sorti il y a 5 ans, jour pour jour. Et aujourd'hui, on rend hommage parce que c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Et donc, c'est un best-seller sur la crypto. Hein. Voilà, c'est le livre le plus influent. Donc, si vous voulez savoir et connaître le Bitcoin, vraiment, voilà, comment il peut révolutionner le monde, eh ben, allez sur Amazon et tapez The Bitcoin Standard. Et procurez-vous ce livre et vous connaîtrez la révolution financière avec le Bitcoin. Donc maintenant, on peut passer à Ethereum. Et justement, BlackRock, le Nasdaq vient de déposer un amendement avec un modèle de rachat en espèces pour l'ETF Ethereum Spot de BlackRock. Donc la SEC ouvre une période de commentaires de 21 jours sur ce nouveau modèle. Donc il y a un nouveau modèle pour accepter l'ETF Ethereum Spot. Et là, la SEC est en train d'étudier et ils ont ouvert 21 jours de discussion. Donc mine de rien, en fait, ce genre d'actualité prouve que tôt ou tard, l'ETF d'Ethereum Spot va être validé. Et surtout à travers BlackRock, je pense. Et ensuite, ça va se déverser sur tous les autres demandeurs. Mais là, voilà, la SEC invite des commentaires publics sur l'amendement de la proposition d'ETF Ethereum de BlackRock, qui implique désormais un modèle de rachat en espèces. Donc, voilà, la SEC est en train d'étudier ce modèle de rachat en espèces et voir si ça peut passer pour cet ETF. Donc, attention, l'ETF de Ethereum Spot de BlackRock pourrait être finalement accepté sous peu. Ça serait une énorme nouvelle. Hein. Là, pour le coup, ça peut amener une hype forte sur la crypto, là, si jamais c'est accepté. Donc, on va surveiller ça de très près. Voilà. Maintenant, à Hong Kong, là, peut accepter les ETF, même Ethereum, bien plus tôt que prévu. Et même aller encore plus loin avec d'autres... voilà. Voilà, avec d'autres cryptos comme le Bitcoin. Et là, Hong Kong qui s'apprête à lancer 6 ETF spot basés sur BTC et ETH après l'approbation par la Securities and Futures Commission chinoise. Donc là, ces ETF seront disponibles dès le 30 avril 2024. Donc là, on est le 24. Donc d'ici 6 jours, on aurait 2 ETF d'un coup. Et Bitcoin et Ethereum. Et donc là, Hong Kong, la Chine va avoir un coup d'avance par rapport aux États-Unis, en tout cas par rapport aux ETF Ethereum Spot, puisque en Chine, ce sera déjà lancé. Donc, je pense que les États-Unis, qui ne voudront pas trop se faire larguer, vont emboîter le pas juste après. Mais en tout cas, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et Hong Kong
et va devenir un pionnier. Mais attention, on a vu hein, ce que ça pouvait ramener. Voilà, c'est pas la Chine et Hong Kong, c'est pas les États-Unis, hein. Le volume est beaucoup plus faible, hein. On attend 1 milliard et quelques de demandes et tout ça en dollars ou en devises chinoises. C'est pas, voilà, c'est pas comme aux États-Unis, mais c'est déjà une bonne chose. C'est bon pour l'adoption. Maintenant, on a un projet qui s'appelle Z Casino s'est révélé être un scam. Et là, Vitalik, il dénonce que bah, tous les projets avec le terme ZK, maintenant, ZK, c'est devenu un mot à la mode. Parce que ZK, en fait, ça vient de Zero Knowledge, qui veut dire ZK Rollup. Enfin, vous avez, en fait, Ethereum a développé une technologie de ZK Rollup, ou Zero Knowledge Proof. Une technologie, en fait, voilà, très approuvée. Et en fait, le terme ZK est à la mode. Et en fait, certains maintenant utilisent le terme ZK. Et en plus, là, c'était développé sur ZK Sync, un layer 2 d'Ethereum. Le scam, c'est voilà, il est allé sur cette blockchain là. Et donc Vitalik là met en garde parce que tout le monde maintenant utilise le terme ZK pour arnaquer. Donc voilà, comme c'est devenu un mot à la mode par rapport à la technologie Zero Knowledge Proof, eh bien Vitalik met en garde contre l'approbation ZK qui peut être utilisée à des mauvais fins. Maintenant, pour Solana, on a le projet Sol Media Tech, qui est une plateforme une plateforme de vidéos, de médias, en fait, qui va maintenant intégrer le Solana Mobile Apps, qui va devenir une application pour le téléphone Saga de Solana. Donc, Solana qui sera le pionnier, hein, voilà, qui va amener l'adoption sur le mobile, certainement. C'est le projet, hein, c'est la blockchain la plus développée pour l'expérience mobile. Ils ont un UX complet, hein, ils ont même un OS Solana. Voilà, Web3 pour le téléphone. Et là, Sol Media, une plateforme de vidéo, tout ça, voilà, a développé son application pour le téléphone, spécialement pour l'app, pour le téléphone Saga de Solana. Donc ça se développe petit à petit, c'est pas mal. Et comme je vous l'ai dit, Solana, c'est ma blockchain préférée. Donc voilà. Comme j'ai fait une vidéo tout à l'heure où je vous expliquais que le département américain de la justice a demandé 3 ans de prison contre CZ, Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance. Ici, là, on a CZ qui présente ses excuses et qui assume les conséquences. Mais voilà, il dit qu'il n'y a aucune excuse pour mon incapacité à établir les contrôles de conformité nécessaires chez Binance. Donc voilà, il ne se cherche pas d'excuses. Il aurait dû faire plus attention à la conformité et tout ça. Et donc CZ présente ses excuses avant le prononcé de sa peine et signale que ce sera sa seule rencontre avec le système de justice pénale. Donc il a l'air confiant, hein. Il dit que voilà, il va se présenter, que ça va bien se passer, et ensuite il va partir, mais que ça sera la dernière fois qu'il sera présent face à la justice, parce que maintenant, il fera plus attention. Et Changpeng Zhao s'est excusé pour ses mauvaises décisions et a accepté l'entière responsabilité de ses actes dans une lettre adressée au juge. CZ rappelle également qu'il souhaite soutenir les entreprises biotechnologiques et les jeunes. Outre la lettre de l'ex-CEO de Binance, 161 autres lettres de soutien ont été envoyées par des membres de la famille, des amis et d'autres personnes en vue d'obtenir la clémence du juge. Vous voyez? Parce que là, le juge va devoir se prononcer sur la peine de CZ. Il risque 3 ans de prison demandé par le département américain. Donc on verra s'il va échapper à tout ça. Mais CZ a donc envoyé cette lettre au juge et il s'excuse complètement pour l'incompétence dont il a fait preuve. Il ne s'est pas bien conformé. Donc on verra si le juge sera clément ou pas. Maintenant, pour ce qui concerne les exchanges, les crypto-bourses, hein, dont Binance, là on a la banque centrale nigériane qui va geler les comptes des utilisateurs de Bybit, KuCoin, OKX et Binance. Elle exige également que les banques identifient les personnes effectuant des transactions avec des bourses de crypto-monnaies. Ouais, là, le Nigeria bloque complètement les crypto-bourses là. Voilà, ils veulent plus de crypto-bourses pour le moment. Bybit, KuCoin, tout est bloqué. Et même KuCoin là a des problèmes avec l'AMF français là. En France, KuCoin a été discrètement placé sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers, après avoir émis un rappel concernant Bitgate qui est également sur la liste noire. Elle a maintenant inclus la plateforme d'exchange KuCoin dans sa liste noire le 15 avril. Donc mine de rien, KuCoin est blacklisté un peu de partout, alors que c'est un excellent exchange. D'ailleurs là, je viens à l'instant de recevoir une notification de KuCoin là, qui me signifie que le Bitcoin là est à 64 000 $. Donc je sais pas.
quoi penser de KuCoin. Il va falloir qu'il se réveille là, qu'il se fasse réglementer là, qu'il joue le jeu. Parce que là, ils se font bannir de tout. Après, moi, personnellement, j'ai KuCoin, mais je l'utilise pas. Je suis plus sur Gate.io ou Mexc, mais c'est à peu près la même chose. Mais pour l'instant, Gate.io et Mexc sont épargnés de ça. Donc voilà pour les crypto-bourses qui se font un peu radier. Maintenant, on a Google Cloud qui dévoile son portefeuille Web3. Donc ça, c'est très intéressant. Là, parce que Google, vous savez, hein, tout le monde passe par Google hein, pour les recherches sur Internet. Ça reste la plateforme de recherche standard mondiale. Et là, ils vont intégrer bientôt les wallets directement depuis Google. Ça, c'est un énorme bond en avant pour l'adoption des cryptos. Parce que pour intégrer l'univers de la blockchain, il faut passer par des portefeuilles. C'est la porte d'entrée à peu près de chaque écosystème blockchain. Et là, Google, en dévoilant son portail Web3, là, va nous donner accès directement à tout type de portefeuille de chaque réseau blockchain. Et là, ça va aider vraiment les consommateurs à interagir avec la blockchain. Donc ça, c'est pour moi une grosse nouvelle. Hein. Ça aurait mérité que je fasse une vidéo, enfin un titre pour ça. Mais comme c'est une actualité de dernière minute, voilà, je l'ai mis tout à la fin. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Donc les cryptos qui se sont retournés comme les marchés. Voilà, hein, il y a une chute d'un coup. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est les taux d'intérêt par rapport à l'inflation ou si c'est l'attaque d'Israël contre le Liban là. Donc voilà, ça s'est retourné d'un coup. C'est pour ça que je vous dis, sur le court terme, on peut pas... Moi, quand je vous dis que là, le Bitcoin, là, moi, je vous ai donné ma target. Le Bitcoin va aller, là, il est à 64 000. Le Bitcoin doit aller, pour moi, dans les 85-90 000. Mais je dis pas qu'il va aller dans une semaine. Hein. Moi, quand je parle de il va y aller, c'est dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est-à-dire dans les 2 mois, peut-être. Vous voyez, 2 mois, 3 mois, en tout cas dans les prochains mois. Mais pas... je suis pas un devin. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer aujourd'hui, la semaine prochaine. Ça, c'est de la volatilité à court terme. Vous voyez, qui aurait pu prévoir que là, on passe rapidement de 67 à 64 000, 63 000? Personne. Donc, en fait, ça ne sert à rien d'essayer de timer et d'être là à regarder toujours son portefeuille. Ça, sur le court terme, on va se brûler les ailes. Il faut se placer sur le moyen long terme. C'est comme ça. Et là, à moyen terme, vous ciblez une cible de prix à atteindre et vous y tenez jusqu'à que ça atteint. Et vous ne bougez pas tant que ça n'a pas atteint. C'est comme ça. Là, à court terme, qu'est-ce que tu penses où ça va aller demain, après-demain, ou dans une semaine, ou dans 3 semaines? On ne peut pas savoir. Ça bouge, en fait, par rapport à l'actualité. Donc, privilégiez plutôt qu'est-ce que ça va faire dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, voire même plus. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, voilà, le marché s'est un peu retourné. Pour certains, profitez-en pour réaccumuler et observer les marchés. Hein. Donc, il n'y a plus que ça à faire. Donc, on se retrouve dans d'autres actualités. Là, il est 21h08. Dans 1 heure, on a le résultat de Meta. On verra comment les marchés vont réagir par rapport à Meta, maison mère de Facebook. Et on verra. Donc, en attendant, on se retrouve pour d'autres actualités. Hein. Force à nous. Allez, à plus.